Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Madame, Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Les prévisions et les engagements que le gouvernement nous présente ici m'interrogent et m'inquiètent. Ma première inquiétude réside dans le manque de sérieux et de crédibilité des chiffres qui nous sont annoncés, alors que nous parlons ici des prévisions budgétaires sur les 5 ans à venir. Pour commencer, tout le pari du gouvernement repose ici sur une croissance prévue à 1,4% en 2023 qui progresserait jusqu'à 1,8% en 2027. Des chiffres dont on cherche en vain la justification. La Direction générale du Trésor n'estimait-elle pas, il y a encore quelques mois, cette croissance à seulement 1,4% en 2027. C'est aussi ce qu'a estimé le FMI en avril, avant de suggérer en plus que la croissance serait plus faible qu'anticipée en raison de la situation mondiale, au point de parler d'un risque de récession. Le Haut Conseil des finances publiques, qui dénonce déjà la surestimation de la croissance et la sous-estimation de l'inflation dans ce programme, s'étonne par exemple aussi que Bercy s'appuie à son avantage sur, je cite, une hypothèse inhabituelle de baisse des prix du pétrole, alors qu'il est d'usage dans ce genre de calcul de se baser sur le dernier niveau de prix connu. Même étonnement sur la baisse du taux d'épargne des ménages, dans un contexte où leur confiance ne cesse de chuter. Et encore le même étonnement sur les supposés gains de parts de marché à l'exportation. Quant au plein emploi espéré pour 2027, il ne suffit pas de répéter plein emploi, plein emploi, plein emploi. Il se fracasse sur les prévisions de l'OFCE, de l'INSEE ou de la Banque de France qui prévoient 7,5% de chômage en 2027. Messieurs les ministres, mes chers collègues, j'en appelle à votre sérieux. On ne peut pas trancher sur l'avenir du pays et annoncer 5 années d'austérité terrassantes au nom de données chiffrées qui sont factuellement caduques, incohérentes ou improbables. Et encore moins après des débats de commission tronqués en raison d'un texte déposé hors délai le vendredi 29 juillet pour en débat en séance le mardi 2 août. Or, c'est sur ces chiffres de la croissance gonflée que vous appuyez pour espérer atteindre l'objectif de 3% de déficit en 2027. Et alors même que, si on retenait ces chiffres illusoires, votre programme impliquerait déjà la mise en place d'un niveau inédit d'austérité pour pouvoir se plier à cet objectif. Je vous le dis sans détour, même avec une croissance improbablement haute, votre objectif de 3% de déficit ne peut être et ne sera pas atteint sans une destruction historique de nos services publics et des conditions de vie des Françaises et des Français. C'est là ma seconde et plus grande inquiétude concernant ce programme de stabilité. Le gouvernement est d'ores et déjà très fier d'annoncer un taux historiquement bas de croissance des dépenses publiques à 0,6%, du jamais vu depuis 20 ans. 0,6%, c'est un chiffre qui va paraître très abstrait à la plupart des gens qui nous entendent. Mais la réalité qui se dessine derrière ce chiffre est tragique, puisqu'en la mettant au regard de la croissance tendancielle, c'est-à-dire que la croissance qu'il faudrait pour faire face à l'augmentation notamment de la population et ses besoins, cela impliquerait entre 45 et 70 milliards d'économies annuelles, selon qu'on prenne le chiffre du gouvernement ou celui de l'Institut Montaigne. Donc des centaines de milliards qui vont être pris pendant ce mandat sur les budgets de nos hôpitaux, de nos écoles, de nos retraites ou encore de la transition écologique. Ce n'est pas sérieux. Et si la croissance n'était pas au rendez-vous, ce qui est le scénario probable à ce jour, qu'allez-vous faire? Aller encore plus loin dans l'affaiblissement de l'État? Tout cela n'est pas raisonnable, alors qu'en plus, il est probable que les événements aujourd'hui encore accidentels et coûteux deviennent vite monnaie courante sous l'effet du dérèglement climatique. Chers collègues, je nous invite à renverser totalement le problème. Plutôt que de risquer de nous entraîner dans une spirale récessionniste au nom du déficit et de la dette publique, il faut investir dès aujourd'hui massivement pour le pays et son avenir et le faire en partant des besoins de la population. Les problèmes que nous traversons aujourd'hui ont des causes et des solutions. Prenons-les à bras-le-corps au lieu de les subir en les laissant aux seules mains du marché et du libre-échange. Par exemple, l'inflation. Elle vient pour grande partie des difficultés d'approvisionnement et du renchérissement spéculatif du prix de l'énergie, des matières premières ou des composantes électroniques. Pour y répondre, nous devons donc ambitionner la souveraineté agricole et industrielle à travers des relocalisations et la favorisation des circuits courts, mais aussi et surtout la bifurcation écologique avec laquelle nous devons poser des objectifs non pas d'économie budgétaire, mais d'autonomie et de sobriété énergétique. C'est à partir de ces priorités que nous devons envisager 5 ans de politique budgétaire. Au moment de fixer les priorités, les vôtres, nous les connaissons, c'est la réduction des déficits et l'augmentation des dépenses fiscales au profit du capital.
Ayons en tête le jour du dépassement, cette date annuelle où l'humanité a fini de consommer toutes les ressources que la Terre peut générer en un an. Cette date, qui depuis les années 70 recule un peu plus chaque année, est arrivée au 28 juillet. À l'inverse, la charge de la dette, ce que nous coûte notre dette financière, n'équivaut qu'à 7 jours de notre PIB. Cette comparaison en vaut une autre, mais elle a le mérite de rappeler les hiérarchies. Dès le 28 juillet, nous accumulons une dette écologique, alors que le 7 janvier, on a déjà fini de payer notre dette financière. Je ne cesserai de vous le répéter, ce n'est pas la dette financière que nos enfants nous reprocheront, c'est la dette écologique.